Timeline. Richard Fremder. Le 28 juin 2023, le 5e opus des aventures d'Indiana Jones sort dans les salles françaises. Et comme le dit son célèbre héros, l'archéologie et la recherche des faits. Et non de la vérité. Si c'est la vérité qui vous intéresse, le cours de philosophie du professeur Tahiri est au fond du couloir. Alors oubliez vos rêves de cités perdues, d'explorations exotiques et de fouilles de par le monde. Nous ne déchiffrons pas de cartes pour exhumer un trésor et un X n'a jamais marqué son emplacement. archéologie. Ce simple mot a fait rêver des milliers d'enfants partout dans le monde et continue d'ailleurs de faire briller les yeux de nombreuses personnes. C'est vrai qu'on imagine des pyramides, des temples, des trésors cachés, des énigmes à résoudre, des pièges à déjouer, mais ça c'est le mythe. En réalité, qu'est-ce que l'archéologie ? Qui est vraiment l'archéologue ? À quoi sert-il ? Pourquoi cette discipline fascine-t-elle tant le grand public ? Cette émission, qui entre en fait dans le cadre de la semaine de l'archéologie du 5 au 11 juin, a pour principal objectif de répondre, du moins en partie, à ces questions, des questions que se posent un grand nombre de personnes, en partie seulement parce que, en réalité, ce domaine est tellement vaste. En effet, l'archéologie n'est devenue une véritable discipline scientifique que tardivement, dans la deuxième partie du XXe siècle, et ce n'est que depuis ces 10 dernières années en réalité que le rôle capital joué par les archéologues apparaît, si vous voulez, comme évident par une majorité de la population. Il en a fallu du temps pour que ce qui n'était au départ qu'une simple chasse au trésor devienne une vraie science à part entière. Pour en arriver là, que de chemin parcouru. Tout commence lorsque l'homme de la préhistoire remarque sur le sol un caillou qu'il trouve joli et puis un coquillage surprenant ou encore une concrétion naturelle à la forme originale. Ce sont des objets très simples mais qui l'intriguent et lui plaisent sans qu'il puisse dire pourquoi. Alors il les ramasse et il les emporte dans sa grotte ou dans son campement. Sauf que, comme le note Anne Loerf, qui est professeure des universités à Cergy, qui est agrégée d'histoire également, ancien membre de l'école française de Rome, trouver ne signifie pas s'interroger, comprendre ou faire une quelconque recherche. Pour qu'on puisse véritablement parler d'archéologie, il faut avant tout l'apparition de la notion de mémoire et surtout la conscience d'un passé mis en relation avec le temps présent. C'est-à-dire être conscient, si vous voulez, que les objets et les monuments enfouis correspondent à une période disparue. Mais alors, quand l'homme a-t-il inventé son passé, en s'appuyant sur des témoignages matériels comme des documents écrits, des débris de poterie ou des outils d'une vie quotidienne révolue ? Eh bien justement, c'est ce que nous allons voir. Vous écoutez Timeline, 5000 ans d'histoire, je suis Richard Fremder et je suis, vous le savez, ravi de partager avec vous ce moment d'histoire. Vous le savez, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux notre page Facebook Timeline 5000 ans d'histoire, Instagram Timeline-podcast, sur Twitch pour le direct chaque semaine, Timeline-podcast et bien sûr notre site internet timelinepodcast.fr. Donc vous pouvez nous retrouver sur tout ça. En plus, vous retrouvez des émissions, évidemment, les textes, des actualités et plein d'autres choses. Dans cette émission, nous allons donc revenir sur l'histoire de l'archéologie et comprendre les étapes de la mise en place de ce qui va devenir une véritable discipline scientifique. Après être revenu à la période contemporaine, nous allons développer plus précisément les rôles de l'archéologue, sa formation, ses activités, ses responsabilités, ses défis aussi, ses peines, ses joies parfois. Bref, déconstruire le mythe cinématographique de l'archéologue, que ce soit Indiana Jones, voire même Lara Croft, et mettre en lumière la réalité de l'homme de terrain et de laboratoire. La plus ancienne fouille connue de l'histoire a lieu en fait au cours du VIe siècle avant notre ère, à l'initiative du dernier roi de Babylone, Nabonide. Ses ouvriers exhument, mais alors tout à fait par hasard, dans la ville de Larsa, les restes d'un temple dédié au dieu Shamash, édifié plus de 1500 ans auparavant par le roi Hammurabi. Un texte, gravé sur une brique, à la demande de Nabonide, rappelle cette incroyable découverte et déclare que le roi a tenu à faire restaurer le temple de son glorieux ancêtre. Il apprend aux archéologues du coup que pour retrouver ce lieu sacré, il a mené une exploration minutieuse et réfléchie du sol.
aucun souci d'honorer le passé dans cet acte-là, rien qu'en fait que de la politique. Le fait que ces ruines enfouies depuis plus d'un millénaire réapparaissent par sa propre volonté, Nabonide s'assure comme ça d'une légitimité incontestable de son pouvoir. Ses motivations, évidemment, sont pas du tout scientifiques. Encore une fois, je le rappelle, elles sont politiques. Sauf que les principes qui fondent la discipline archéologique sont bien présents. La mise au jour volontaire de vestiges matériels, véritables témoins du passé qui vont offrir la possibilité de le reconstituer en partie pour en retracer l'histoire et le souhait d'exalter la mémoire des lieux par une restauration des monuments exhumés. Environ un siècle plus tard, Thucydide, homme politique et historien grec évidemment du 5e siècle toujours avant notre ère, rédige la monumentale guerre du Péloponnèse. Son objectif, c'est de relater le conflit qui oppose Athènes et Sparte pour le contrôle de la Grèce entre 431 et 404 avant Jésus-Christ. Dans son premier volume, il présente les origines lointaines et récentes de cette guerre. Il compose alors une analyse historique très fine en s'appuyant sur les vestiges matériels, ce qui est extrêmement novateur pour l'époque. Et c'est pour cette raison que les archéologues actuels le considèrent comme l'un des pères fondateurs de la démarche archéologique moderne, les historiens aussi d'ailleurs. Mais c'est à Platon que revient l'honneur d'employer pour la première fois le terme archéologie dans un passage de l'Hippias majeur. Il va louer la valeur et le succès des œuvres du sophiste Hippias, qui sont fondées sur sa grande connaissance du passé, que Platon nomme archaeologia. Ça y est, le mot est lancé. Et puis nous avons Varron, au 1er siècle avant Jésus-Christ toujours, qui donne dans ses Antiquitates Rerum Humanorum et Divinarum une vision purement historique de ce passé incarné par les objets et les monuments. Il suit à la lettre les recommandations d'Hérodote, le grand historien grec, évidemment, du 5e siècle avant notre ère, qui privilégiait les inscriptions à la description esthétique de l'objet exhumé. Et c'est comme ça que s'amorce une frontière entre l'histoire et l'art qui va perdurer jusqu'à la fin du XXe siècle. Cette conception ouvre également la voie aux collectionneurs et aux antiquaires au sens littéral du terme. À la fin de l'Empire romain, la grande capitale du monde antique est en plein chantier. Fini le polythéisme, place au culte du Dieu unique, on bâtit des églises et des palais d'un genre tout à fait nouveau. Les anciens temples sont alors délaissés et recouverts par la végétation. Les moines recopient scrupuleusement les textes laissés par les anciens, bien à l'abri dans, vous le savez, le secret du scriptorium des monastères. Au VIe siècle, après Jésus-Christ donc, Grégoire de Tours, dans son Histoire des Francs, après un épilogue où il nous explique ce qu'il est et ce qu'il n'est pas d'ailleurs, il nous révèle un calcul du temps écoulé depuis la création du monde. Il reprend pour ça des nombres tirés de la traduction par saint Jérôme de la chronologie d'Eusèbe de Césarée. Et ça lui permet de se situer lui-même dans le temps. La 21e année de sa consécration, la 5e de celle de Grégoire, le pape de Rome, la 31e du règne du roi Gontran, la 19e de celui de Childebert le Jeune, et la 197e depuis le Transitus, c'est-à-dire la mort, si vous préférez, de Saint-Martin. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que les textes du Haut Moyen-Âge débutaient, ce qui nous permet de les dater avec plus ou moins de précision. Les ères successives qu'il a dénombrées vont de la création au déluge, du déluge à la traversée de la mer Rouge par les Hébreux, de cette traversée jusqu'à la résurrection du Christ, et de la résurrection du Christ jusqu'à la mort de Saint Martin. Selon son calcul, l'année où il écrit, en 594 environ, serait donc comprise dans une 5e ère, et ce serait la 5792e année depuis la création du monde. Tout ça est très précis, évidemment, vous avez compris, il se base sur la Bible. Alors la culture antique est perpétuée, elle est uniquement en fait accessible malgré tout aux lettrés, c'est-à-dire aux élites de la société. Et personne n'a l'idée encore de creuser le sol en quête des traces du passé. Alors c'est vrai, quelques vieux objets, parfois, sont découverts par hasard au moment des travaux des champs, mais ils n'attirent absolument pas l'attention du grand public qui n'existe pas encore, mais il attire l'attention des érudits, c'est vrai. Mais les paysans, eux, on l'imagine, ont quand même d'autres soucis en tête. Il faut quand même noter un commencement de notion de protection. En 1162, par exemple, le Sénat de Rome ordonne des mesures pour conserver la colonne Trajane. Mais encore une fois, il n'est pas question de passé ou de science, juste de conservation. Au cours du XVIe siècle, en pleine Renaissance, Rome est de nouveau en chantier, et ils sont très
très nombreux, ces chantiers. Les papes qui vont se succéder sur le trône de Saint-Pierre font alors ouvrir les entrailles de la ville éternelle en plusieurs endroits. L'ancienne Rome ressurgit, les colonnes, les temples, les villas et surtout les statues qui les ornaient. L'Europe se prend alors de passion pour l'Antiquité. L'Occident est en pleine ébullition. On découvre à ce moment-là l'Amérique. Les explorateurs partent à la conquête des richesses du globe. On domine la Terre, on domine la mer. Copernic et Galilée repensent la place de la Terre dans l'univers. Ça ne va pas forcément leur porter chance, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est un nouveau pas. Les princes et les savants sont pris d'une soif insatiable de connaissances et c'est dans ce contexte politique et intellectuel qu'est mise au jour, en 1506, une sculpture antique qui va faire trembler le monde. L'extraordinaire Laocoon et ses fils, l'un des épisodes les plus célèbres de la guerre de Troie. Alors il met en scène ce Laocoon, là, le grand prêtre troyen Laocoon, qui avait tenté d'empêcher l'entrée du cheval de Troie, donc laissé par les Grecs dans la cité troyenne. Pour le punir, Poséidon, le dieu Poséidon, avait envoyé un monstrueux serpent pour le tuer, lui et ses fils, ses 2 fils. Pour la première fois, les hommes du présent mettent au jour une statue qui représente cet épisode tragique. Tout y est. Au centre, évidemment, Laocoon, nu, musclé, qui tente en vain de se dégager du serpent qui se confond avec le marbre. Vous faites une recherche sur Internet, sur Google, là, pendant que je vous parle, et vous allez trouver tout de suite. Sa puissance physique, sa gestuelle, tout ça le rend vivant. Sa musculature, reproduite en détail, et son visage grimaçant de douleur exprime toute sa souffrance. Conscient de sa mort imminente, il est donc partagé entre l'envie de résister, de se débattre et la résignation face à son destin acté par les dieux. Cette œuvre, d'une puissance émotionnelle considérable, est un véritable choc. L'Antiquité ne se résume plus uniquement à tous ces temples et ces palais en ruine qu'on retrouve partout en ville. Elle a laissé aux hommes d'aujourd'hui des chefs-d'œuvre dignes d'éloge. Ce groupe statuaire s'offre physiquement à l'observateur sans qu'il ait même besoin de lire une quelconque notice, sans même savoir lire ou écrire. Et l'émotion se mêle alors à la connaissance. La papauté prend conscience du trésor artistique qui se trouve comme ça enfoui dans son sol et décide de mettre en place véritablement un certain nombre de mesures pour encadrer la pratique de la fouille. Et ils ne sont pas seuls. Dans le Grand-Duché de Toscane, les Médicis lancent également des campagnes de fouilles. Cette archéomanie se répand dans toute l'Europe. Partout dans le monde occidental vont surgir les cabinets de curiosité destinés à rassembler de manière précise et réfléchie les objets qui ont été extraits du sol. Et vous avez comme ça un goût pour la collection qui se répand parmi les érudits. Les antiquités y côtoient des inscriptions, des silex, des haches métalliques, des fossiles, des animaux empaillés, des coquillages, des plantes séchées, etc., etc. Tous ces éléments disparates, hétéroclites, sont autant de témoins d'un monde inconnu à découvrir et à comprendre. Au cours du XVIIe siècle, un vaste réseau de savants se met en place à l'échelle européenne. Ils se rencontrent, ils débattent, ils échangent des idées et leurs points de vue, ils s'échangent des objets étonnants et ils publient leurs réflexions. Le développement de l'imprimerie aussi permet une large et rapide diffusion de l'information. L'Italie et les pays méditerranéens deviennent des destinations propices à la découverte et la formation intellectuelle. Les Anglais nomment ce voyage initiatique le Grand Tour. Tout jeune aristocrate se doit d'accomplir ce voyage afin de se forger une culture et une réflexion solide. Vous avez 3 émissions sur le sujet pour en apprendre plus, évidemment, encore une fois. Les savants du XVIIIe siècle se mettent, eux, à fouiller le sol de manière plus rationnelle et organisée. C'est comme ça qu'en 1738, le roi Charles VII de Naples finance les premières fouilles systématiques sur le site de Pompéi et d'Herculanum, véritable, là aussi, tournant dans le processus archéologique. Et là encore, si vous voulez en savoir plus, vous avez 2 émissions sur Pompéi et Herculanum. Libre à vous, faites-vous plaisir. Il ne s'agit plus seulement donc de creuser et de récupérer les plus beaux chefs-d'œuvre du monde ancien. Il faut maintenant relever les traces, conserver, étudier, inventorier de manière systématique et rationnelle. La Révolution française souhaite à son tour mieux encadrer la pratique. Et choqué par les exactions révolutionnaires, c'est l'abbé Grégoire qui énonce pour la première fois la notion de patrimoine qu'il cherche à protéger du vandalisme véritable des extrémistes de la Révolution. L'Europe du XIXe siècle écrit son histoire suivant un discours nationaliste, européocentré, où domine de façon paradoxale l'Antiquité. Un grand nombre d'États
revendiquent alors leur identité nationale. Si les campagnes de fouilles archéologiques se multiplient dans les années 1850, là encore une fois, c'est pas pour la beauté de l'histoire, mais surtout avec l'objectif de soutenir ce nouveau discours nationaliste. La science n'a pas encore les moyens de détrôner l'idéologie politique. Il s'agit donc non pas de relever les traces laissées par une civilisation ancienne, qu'on souhaiterait connaître et comprendre, mais au contraire prouver matériellement la présence dans le pays du peuple originel, de qui on prétend descendre directement, dans le but de légitimer son pouvoir et ses actes. En France, Napoléon III fait procéder à des fouilles sur le site de Bibracte et sur le site présumé d'Alésia pour exalter la vaillance de l'ancêtre gaulois Vercingétorix qui ne pouvait évidemment pas résister longtemps face à la supériorité matérielle et intellectuelle de la puissance romaine. Malgré tout, il fait aussi fouiller le site de Gergovie, qui est le lieu d'une brillante victoire des Gaulois sur les Romains, on va dire match nul plutôt, mais bon, et donc qui serait le lieu fondateur, pour lui en tout cas, d'une identité française. De l'autre côté de la frontière transalpine, la mise au jour d'anciens villages lacustres sur les rives des lacs suisses met en émoi ce jeune État fédéral né en 1848. L'Italie, à peine réunie, se met elle aussi en quête de preuves de la haute ancienneté du concept de nation italienne. La deuxième moitié du XIXe marque une révolution dans la datation de l'histoire humaine. Les antiquités grecques et romaines s'insèrent facilement dans une ligne temporelle déterminée par la Bible. En revanche, c'est plus délicat de dater les menhirs de Bretagne ou d'Irlande. Et comment interpréter l'impressionnant cercle de pierre de Stonehenge ? La collecte d'objets antérieurs à l'antiquité grecque ou romaine interroge, déconcerte, intrigue même. Et en l'absence d'explications rationnelles, scientifiques, eh bien alors on imagine des géants, des magiciens qui transportent ces pierres monumentales et les assemblent pour construire des sanctuaires ou des portails vers le monde des morts. Et c'est comme ça que vous avez cette mythologie qui se lance. C'est le premier directeur du musée de Copenhague, Christian Jorgensen Thomsen, qui en 1836 s'active à mettre de l'ordre dans les collections de son institution. Il rassemble les objets les plus anciens et les divise en 3 groupes qui correspondent aux 3 premiers âges humains. L'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer. C'est un pas de géant, vous ne vous imaginez pas, mais c'est un pas de géant dans l'établissement d'une chronologie purement scientifique. Alors en France aussi, on remet en question le temps biblique. Dans la vallée de la Somme, près d'Abbeville, le douanier Jacques Boucher de Perthes passe son temps libre en creusant au hasard autour de chez lui. On ne sait pas pourquoi, mais bon, il creuse et un jour, il tombe sur des objets insolites et très anciens qui semblent avoir été réalisés par des humains, mais ni des Gaulois, ni des Romains. Les institutions officielles refusent d'en entendre parler, j'allais dire déjà, et il faut l'aval des géologues anglais pour que la collection du douanier français soit présentée dans un ouvrage intitulé « Antiquité celtique et antédiluvienne », c'est-à-dire du temps précédent le déluge évidemment. Alors on ne parle pas encore de préhistoire, mais ce temps-là commence à faire parler de lui. Subitement, les traces d'un monde très ancien dont personne ne soupçonnait l'existence apparaissent et se multiplient au gré des fouilles, scientifique ou non d'ailleurs. C'est donc dans une Europe en pleine effervescence qu'est découvert en 1856, dans la vallée de, vous allez comprendre, Néander, en Allemagne, ce qui semble être un autre humain, celui que les anthropologues nomment l'homme de Néandertal. En 1867, au moment de l'exposition universelle à Paris, les savants adoptent officiellement le terme de préhistoire pour qualifier cette période chronologique d'avant la Bible et le déluge. Les limites chronologiques déterminées par l'archéologie volent alors en éclats. Désormais, l'histoire de l'humanité commence il y a des milliers d'années. En Angleterre, John Lubbock divise l'âge de pierre en 2, le paléolithique et le néolithique. Gabriel de Mortillet, quant à lui, invente le concept de proto-histoire pour qualifier des sociétés qui n'avaient pas encore l'écriture, mais décrites par d'autres civilisations qui, elles, étaient dotées de l'écriture. Le XIXe siècle marque une autre étape majeure dans l'histoire de l'archéologie. Les pays européens commencent à regarder au-delà de leur propre territoire. On va fouiller ailleurs, d'abord dans le monde méditerranéen, et puis au Proche-Orient.
Et c'est l'Égypte qui attire le plus les savants, les écrivains, les illustrateurs et les collectionneurs. La campagne de Napoléon en 1798 évidemment, s'est soldée par un échec au niveau militaire, mais au niveau scientifique et artistique. C'est un succès phénoménal qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Et pourtant, la parution de la description de l'Égypte déclenche une véritable égyptomanie renforcée par le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens par Champollion en 1822. L'archéologie en Égypte commence alors, et depuis, elle ne s'est jamais essoufflée. Vous avez une émission spéciale d'ailleurs aussi, là encore, sur Champollion. Il ne s'agit plus de légitimer une histoire nationale, mais de comprendre les grandes civilisations. Des fouilles archéologiques sont alors lancées en Mésopotamie, en Syrie, en Iran, en Irak, en Turquie, en Grèce, partout. Le XXe siècle, lui, est le temps des grottes. Déjà, en 1879, en Espagne, Maria, la petite fille du comte de Ceuta, découvre à Altamira une mystérieuse grotte avec d'extraordinaires représentations d'animaux sauvages, en particulier des bisons. Alors les savants sont sceptiques, il faut attendre 1902 pour que la science reconnaisse l'authenticité de ces peintures. Altamira marque le début d'un engouement international pour les grottes préhistoriques qui incarnent une forme, si vous voulez, de sommet de la recherche archéologique. Il s'agit de lieux clos, non enfouis, sous des tonnes de terre, qui permettent un contact direct avec les lointains ancêtres de l'homme moderne. En 1940, vous avez un petit groupe de jeunes enfants qui découvrent la plus célèbre grotte ornée de la planète, la grotte de Lascaux. L'Europe de la deuxième partie du XXe siècle voit se multiplier les découvertes pariétales, donc les grottes, plus ou moins célèbres, mais qui marquent tous des jalons dans l'histoire de l'être humain et de la production artistique. En 1994, des spéléologues pénètrent dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc, en Ardèche. La datation des peintures qui en ornent les parois fait l'effet d'une bombe. Entre 38 000 et 36 000 ans, c'est-à-dire le double de celle de Lascaux. Inimaginable. Et on recule encore. La vérité est dure à admettre, mais aujourd'hui, elle n'est plus du tout remise en cause. Parce que le XXe siècle est également celui de la datation de l'humanité. Les scientifiques utilisent du coup à cet effet des méthodes de pointe maintenant qui démontrent que les certitudes ne sont jamais acquises, que j'ai tendance à répéter encore dans cette émission. Surtout, les certitudes ne doivent jamais être acquises. La recherche est sans cesse en mouvement et un minuscule fragment d'os peut faire voler en éclats toute une chronologie qu'on pensait solidement établie. Les études sur les origines de l'homme ne cessent d'affiner les connaissances sur les différentes étapes qui marquent la longue évolution humaine. Et je vous assure qu'en une génération même, on a d'incroyables différences entre ce qu'on a appris à l'école et ce que j'ai appris aujourd'hui. Si je prends mon exemple personnel, ce que j'ai appris en maternelle et puis en primaire et puis après même au collège, je peux vous assurer que c'est plus du tout les mêmes dates, c'est plus du tout les mêmes choses que ce qu'on apprend aujourd'hui, 30 ans plus tard. C'est comme ça, c'est incroyable et ça va très très vite. En Éthiopie, des paléontologues découvrent en 1974, j'avais 3 ans, les restes d'une jeune australopithèque, la célèbre Lucie. Elle appartient, c'est vrai, à une branche éteinte de l'arbre généalogique de l'Homo sapiens, mais elle révolutionne tout de même la vision de l'espèce humaine. L'archéologie du XXe siècle investit les deux extrémités de la ligne du temps. Si la préhistoire attire toute l'attention des scientifiques, il s'intéresse également aussi à l'histoire récente. Des fouilles sont entreprises sur des lieux marqués par les 2 conflits mondiaux, par exemple. Certains ne voient pas du tout l'intérêt de lancer des investigations sur cette période très récente de l'histoire européenne. Après tout, les ressources écrites sur les 2 guerres mondiales, abondent, on commence à avoir un peu à tout savoir, surtout que maintenant que les archives sont ouvertes, là on peut y aller. Que peuvent donc apporter de nouveau ces recherches archéologiques ? L'exhumation des soldats morts sur le champ de bataille, par exemple. C'est comme ça qu'en 1991 est retrouvé le corps de l'écrivain français Alain Fournier. Après une étude anthropologique et historique, il est donc rendu à sa famille et réenterré avec les honneurs militaires.
L'archéologie se donne également pour mission de déchirer les pans d'un voile jeté sur des périodes que les journalistes appellent les périodes sombres de notre histoire. Elle investit alors des lieux autrefois habités par des esclaves et révèle des pratiques funéraires et des techniques de construction qui étaient inconnues jusqu'alors, tout en cherchant aussi à mettre en lumière les conditions de vie de ceux qui y vivaient. L'archéologie se place alors en partenaire de l'histoire, en venant compléter les sources écrites ou, à l'inverse, en révélant ce que l'histoire tente de dissimuler parfois. Désormais, elle s'affirme en tant que discipline scientifique à part entière. Elle n'est plus seulement un support de date. Plus rien ne lui est interdit. Là, on est au début du XXIe siècle. Plus rien ne lui est interdit. Et vous avez en plus l'intelligence artificielle qui vient à son secours pour aller encore plus loin. Et c'est des exemples que je prends souvent tous les jeudis pendant les directs sur Twitch. Je commence toujours par les news. Vous savez, j'ai déjà parlé d'intelligence artificielle, pour ceux qui étaient là, qui est capable aujourd'hui d'aider les archéologues et les historiens à, quand on trouve par exemple une pierre avec la moitié d'une inscription, l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'on a retrouvé, est capable de nous apporter une lumière à 79%, de terminer à 79% l'intégralité du texte, ce qui est quand même incroyable quand l'être humain ne va pas plus loin que 49. Ça, c'est fantastique, c'est formidable, avec la marge d'erreur qu'on peut imaginer, bien sûr. Tout ça pour explorer toujours des nouvelles thématiques, des nouveaux domaines et répondre toujours à des nouvelles problématiques. Alors, qui est l'archéologue ? Parce que on a l'archéologie en général, mais quel est l'humain, l'être humain ? C'est qui cet être humain qui incarne toutes sortes de rôles comme ça ? Eh bien, c'est à la fois un enquêteur, un technicien, un informaticien, un dessinateur, parfois aussi un négociateur, parfois encore un diplomate. Il doit donc porter plusieurs casquettes ou chapeaux, si on veut récupérer le fedora d'Indiana Jones, évidemment. Contrairement à ce que veut faire croire le héros de Spielberg, l'archéologue n'est pas vraiment un aventurier. En fait, en réalité, c'est même tout sauf un aventurier. C'est un scientifique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé avec cette phrase très célèbre d'Indiana Jones, bien sûr. Sa mission, c'est de déceler les traces de présence humaine sur un lieu déterminé. Il s'attache en fait à récolter et à analyser les données qui sont fournies par les fouilles pour ensuite les synthétiser et les transmettre au public. C'est donc un homme de terrain, c'est vrai, mais aussi de laboratoire et un homme du monde, c'est-à-dire que c'est un scientifique qui est capable de sortir de sa bibliothèque ou de son champ de fouilles, par exemple, pour partir aussi, pour terminer, à la rencontre du public, et pas uniquement de ses semblables, mais aussi des personnes comme vous et moi qui ne sont pas initiées aux activités archéologiques. Et ça, c'est aussi extrêmement important et c'est très récent. Vous avez dans les interviews Expresso qu'on vous donne tous les mardis, vous avez l'interview d'un paléontologue et il explique très clairement son rôle aujourd'hui et c'est un rôle très différent de ce qu'on pouvait connaître par exemple des anciens archéologues, des anciens paléontologues qui étaient des pontes, etc. Alors que là, ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus, on va dire, plus proches, avec beaucoup plus de proximité. L'archéologue doit se montrer capable de dialoguer, donc, avec le plus grand nombre, d'échanger des idées, d'échanger des points de vue, de partager intelligemment, j'allais dire, ses connaissances et les résultats de ses recherches avec toutes sortes de publics, encore une fois, les enfants, les amateurs, les passionnés aussi, et les grands passionnés de civilisations anciennes. L'archéologue doit donc être en mesure d'expliquer qui il est et ce qu'il fait concrètement. Et c'est pour ça que vous avez une semaine de l'archéologie, ça vous permet d'aller plus loin et peut-être, pourquoi pas, d'intéresser vos enfants ou petits-enfants. Il existe deux types de fouilles archéologiques. Je vais, avant de vous parler de ces fouilles, juste vous dire que, évidemment, un archéologue ne va pas creuser par hasard. Il ne vient pas avec sa petite pépelle en se disant « Tiens, là, ça a l'air sympa, je creuse ». Bien sûr, il va d'abord travailler en laboratoire, il va d'abord travailler dans les archives, il va d'abord travailler au niveau écologique, c'est-à-dire au niveau biologique, le sol, etc., savoir quel type de sol, quel type de plante,
etc. La région, la géographie, tout ça est extrêmement important. Et puis un petit peu d'histoire, mais c'est pas des historiens, étonnamment. Je pensais qu'ils avaient fait des études d'histoire, pas du tout. C'est plutôt des scientifiques, vraiment. Biologie, physique et ce genre de choses. Beaucoup de biologie d'ailleurs. Et donc c'est une fois qu'ils ont déterminé un lieu qui pourrait être intéressant, là je parle des fouilles programmées dont je vais parler dans un instant, et à ce moment-là il faut une demande. Alors là c'est tout un processus quand on parle du CNRS par exemple, il faut une demande, il faut qu'ils reçoivent une autorisation, les sous, etc. Ça peut prendre un certain temps. Donc la fouille programmée, c'est celle par laquelle je vais commencer par rapport à la fouille non programmée, la fouille de sauvetage ou fouille préventive. La grande majorité des campagnes en fait archéologiques se placent dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire des fouilles de sauvetage, des fouilles dites préventives. C'est donc non programmé bien évidemment. C'est des archéologues, vous savez, qui interviennent au moment des travaux d'aménagement urbain, quand les ouvriers tombent sur des vestiges archéologiques. Alors le chantier, là c'est le bordel, hein. Le chantier est stoppé, l'État, c'est la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles, qui charge l'archéologue donc de réaliser ses fouilles à cet endroit. Mais évidemment, le temps est extrêmement limité parce qu'il faut très très vite libérer le terrain, hein. Libérer le terrain, c'est la formule consacrée, hein. Il faut dégager vite fait. Donc l'archéologue réalise ce qu'on appelle un sondage, il pratique une ouverture dans le sol, dans une zone évidemment restreinte, hein. Il ne va pas aller se balader sur tout l'ensemble, évidemment, on ne peut pas faire ça. Il pratique donc tout ça, il teste son potentiel scientifique global, je parle du sol, il creuse en suivant un sens évidemment vertical, hein, pour creuser un puits. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce en profondeur, les différentes couches qui composent le sol se révèlent. Vous avez certains archéologues qui sont habitués à être sur le terrain, qui sont capables, c'est ce qu'ils m'ont raconté, de sentir. Avec l'odeur, ils savent reconnaître à peu près les périodes. Ça, c'est extraordinaire. Évidemment, pour nous, ça ne nous parle pas, mais c'est exactement comme un œnologue, hein, qui est capable de dire d'où vient un cépage, etc. Eux, ils sont capables de sentir le sol. Je trouve ça fantastique. Et donc ces préparations sont indispensables, hein, pour dater évidemment le site qui est fouillé. Le sol est constitué de plein de couches, hein, vous savez, qui se sont déposées, hein, de manière successive. C'est comme un millefeuille, hein, on pose une première pâte, on recouvre d'une autre, etc. Je vais pas vous avez compris. C'est ce que les archéologues appellent la stratigraphie. Chaque couche, qu'on appelle donc strate, correspond à une période précise dans l'histoire de l'occupation du site. Elle est constituée de tout ce que l'homme a laissé derrière lui. Vous retrouvez des vases cassés, des ossements d'animaux qui ont été consommés, des outils divers et variés. Bref, l'archéologue, il fait un peu les poubelles, si vous voulez. Pour nous, ça nous paraît une activité peu ragoûtante, mais lui, il nage dans le bonheur, y compris même quand il trouve des excréments, qu'ils soient humains, qu'ils soient animaliers. C'est étonnant, mais c'est leur quotidien, hein. Étudier les détritus d'une société, c'est l'occasion idéale finalement d'en apprendre un peu plus sur elle, sur son histoire, sur son fonctionnement, ceux qui la constituaient, comment ils ont vécu, ce qu'ils mangeaient, leurs activités économiques, leurs loisirs. Je parlais d'excréments, on sait ce qu'ils mangeaient grâce à ça. On sait même s'ils étaient malades, s'ils avaient des vers d'ailleurs dans l'estomac. On retrouve tout ça. Évidemment, il n'y a pas que les poubelles, hein, qui permettent d'appréhender ces sociétés du passé. Il y a aussi les sépultures qui ouvrent une autre porte, celle du monde disparu, avec ses croyances, ses doutes, ses peines, ses espérances. Dans une tombe peut parler en réalité, hein. Elle peut exprimer beaucoup de choses. Parfois, l'archéologue peut interroger les lieux d'habitation, en tout cas ce qu'il en reste, c'est-à-dire les trous laissés par les poteaux en bois, hein, j'en parle souvent, les trous de poteaux. Évidemment, les poteaux, eux, ont disparu, mais il reste donc les trous. Vous savez que plus le trou est profond, plus le poteau était grand, ça veut dire que plus l'habitation semblait haute et avait peut-être plusieurs étages. Donc, en fonction de la profondeur, tout ça, on s'en rend compte, on commence à savoir. Vous avez évidemment donc les fondations, les colonnes quand il y en avait, des statues, des peintures, parce qu'on retrouve tout ça, donc des vases, j'en ai déjà parlé, des objets du quotidien, des objets religieux, tellement d'objets et de vestiges à interroger, à analyser. Tout ça, encore une fois, hein, je parle de l'archéo préventive, dans un temps limité, le temps presse, donc il faut faire des choix. Donc tous les sites archéologiques ne peuvent évidemment pas être sauvés. Il faut bien laisser, hein, les routes et les édifices urbains se construire. Je parle des contemporains, bien sûr. Alors, l'archéologue, aujourd'hui, photographie, décrit, relève, inventorie
chaque vestige, chaque morceau de marbre, chaque objet découvert. Ensuite, il les prélève, il les envoie, quand il peut le faire, en laboratoire pour qu'ils soient nettoyés, restaurés, étudiés, classés. Toutes ces données vont servir de base au rapport de fouille qui va garder en mémoire tout ce qui a été fouillé et trouvé. Vous avez comme ça une immense base de données internationale. Et une fois la campagne terminée, faut laisser la place aux ouvriers du chantier. Les vestiges matériels sont en partie détruits, mais les données récoltées, elles, pourront servir à l'étude du site. Donc c'est extrêmement triste. En réalité, beaucoup, la grande majorité des sites sont détruits et disparaissent définitivement. Et dans le cadre, par contre, d'une fouille programmée. Maintenant, c'est un peu différent parce que l'archéologue, lui, cette fois, comme je vous disais tout à l'heure, il choisit le site qu'il veut fouiller. Il s'agit en principe d'un lieu qui a déjà révélé son potentiel archéologique, qui est connu. On va dire que c'est plus simple, encore une fois, pour recevoir et les autorisations, l'argent, etc. C'est un site qu'on souhaite peut-être approfondir avec de nouvelles connaissances, avec de nouvelles technologies pour essayer d'aller plus loin. Mais ça peut être aussi un site qui n'a jamais été fouillé, susceptible de fournir de nouvelles données. Et dans ce cas, l'archéologue procède par étapes. Donc, on va reprendre les étapes parce que c'est important pour certains cas, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs. Il faut d'abord déterminer quelle zone investiguer. Pour ça, il peut avoir recours donc, à l'imagerie aérienne. J'en ai déjà parlé. Au début des années 60, on faisait voler, vous savez, des avions qui survolaient la zone en question. Et vous avez un membre de l'équipe de fouille qui prenait des clichés du site. Vous avez Roger Agache, par exemple, dans le nord de la France, qui faisait beaucoup ça. Vous pouvez trouver des images d'archéologie aérienne, ça paraît dingue, archéologie aérienne. Regardez encore une fois sur Google pendant que je parle, vous allez avoir des images saisissantes. On peut voir les vestiges qui sont, et je vous expliquerai, je l'ai déjà fait, mais je reviendrai là-dessus, bien sûr. On peut voir ce qu'il y avait dans le sol, c'est complètement dingue. Même si la végétation a dissimulé tout ça depuis très longtemps, du ciel, on peut voir les vestiges et l'étendue surtout de ces vestiges. Ce qu'il faut savoir, allez, je vais vous le dire, il faut savoir que les vestiges en question provoquent ce qu'on appelle des anomalies à la surface ou dans le sol. Par exemple, l'humidité persiste au-dessus des fossés comblé de terre. Le blé qui pousse va rester vert plus longtemps quand il va pousser sur un mur, donc il va pousser plus, il est plus haut que les autres, et il y a moins de terre, donc lui va être un peu plus haut, donc il va dépasser un petit peu des autres épis de blé, et donc quand on voit une lumière rasante à une certaine lumière et avec un certain filtre, on peut tout à fait voir les contours qui vont se dessiner. C'est complètement dingue. Où vous avez par exemple la neige. Quand il neige, c'est pareil, on a la terre qui n'est pas tout à fait la même chose, ou quand il y a eu la grande sécheresse de 76, par exemple, lors de la grande sécheresse de 76, justement quand plus rien poussait, quand tout était cramé, justement, on a pu voir apparaître énormément de choses, et là, vous avez... j'essaierai, j'ai un vieux livre là-dessus, je prendrai les photos, je scannerai, je mettrai ça sur le site internet, vous verrez, c'est saisissant, et puis je mettrai quelques dessins, quelques croquis pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de raconter. Bref, toutes ces anomalies se révèlent vues d'en haut. Donc l'archéologue voit apparaître des traces de fermes, de villas, vous avez des tertres funéraires, vous avez même des villes, vous avez des garnisons militaires qui étaient là, des châteaux bien sûr, les mottes castrales, tout ça, qui ne sont pas naturels, tout ça on le voit évidemment. Et puis alors en plus maintenant, plus besoin d'avions, vous avez des drones qui remplissent la tâche, mais vous avez également le Google Maps. Vous savez qu'il y a des histoires comme ça. Alors, est-ce que c'est une légende urbaine ou pas ? Je n'avais pas vérifié à l'époque, mais il y a quelques années, il paraît qu'il y avait un gamin qui avait trouvé sur Google Maps une pyramide Maya, grâce à Google Maps, évidemment en Amazonie. Voilà, donc on peut faire énormément de choses. Donc, si on revient sur le plancher des vaches, en plus de toutes ces images aériennes, on a maintenant, j'en parle souvent le jeudi, le LIDAR, le fameux LIDAR, Light Detection and Ranging. Et on a ça maintenant, le LIDAR, avec nos iPhones, nos iPads et tous ces trucs-là. Évidemment, on a tout ça dans nos poches, mais depuis quelques années, on utilise des techniques de pointe qui viennent
de nos satellites qui permettent la télédétection par laser. Ça envoie un faisceau lumineux, lumineux ou pas d'ailleurs, ça envoie un faisceau, et vous avez un spectre visible, un rayon infrarouge, ultraviolet, qui va rendre une image en 3D de ce qui se trouve sous la surface, et avec une assez grande précision. Et donc, même s'il y a une forêt, a priori, vous pouvez voir des choses. Et l'équipe de fouille va délimiter ensuite la zone à fouiller, qui a été donc révélée par les images aériennes. Et pour ça, elle va utiliser un long ruban tenu par des pics qui entourent l'endroit à creuser, un peu comme une scène de crime, si vous voulez. Oui, puisque l'archéologue et l'historien sont quand même des enquêteurs. Donc, quelque part, il y a eu un crime, on va dire. Il y a une scène de crime et il faut l'analyser. Donc, il faut quadriller ensuite la surface obtenue, qui peut s'étendre, cette surface, sur plusieurs hectares. On obtient alors différentes aires de fouilles qui sont explorées par l'équipe elle-même, divisées en petits groupes. Tout ça facilite la tâche, ça rend le travail plus efficace. Ça nous vient des usines, tout ça, c'est logique. On procède de la même manière que pour une fouille préventive, mais là, on a un délai plus étendu, puisque là, on a le choix. On dérange personne, entre guillemets. L'archéologue utilise différents outils, évidemment. La pelle mécanique pour enlever toute la couche du dessus, qui présente absolument aucun intérêt archéologique. La couche superficielle, on va dire. Attention, ils y vont pas avec une pelleteuse, c'est évident. Là, à partir de là, il faut être extrêmement minutieux, parce que le moindre petit bout d'os qui va être écarté, ça peut être très grave, parce que ça peut tout changer sur la datation d'un site. C'est pour ça que j'insiste toujours là aussi, surtout pour l'avoir fait moi-même, donc c'est pas bien, mais les détecteurs de métaux, par exemple, les gens qui s'amusent avec des détecteurs de métaux, d'abord ça peut être dangereux, mais surtout, quand ils trouvent quelque chose, ils font ça un petit peu à la hussarde. Je l'ai fait, j'étais pitchoun, c'est pas bien. Vous trouvez une pièce de monnaie et vous gardez, mais vous avez évacué tout le reste, et si ça se trouve, il y avait quelque chose de plus intéressant, sauf que c'est perdu à tout jamais, parce que, en tout cas pour la datation, parce que la pièce enlevée de cet endroit ne permettra plus de dater l'endroit. Donc voilà, il faut éviter les détecteurs de métaux, et si jamais par un hasard vous trouvez quelque chose, c'est la DRAC qu'il faut avertir rapidement, et surtout ne toucher à rien. Donc je reviens à la pioche, donc pour dégager les vestiges qui sortent de terre, le pinceau ensuite pour délicatement évacuer le sable, la terre qui recouvre chaque objet. Chaque étape de la fouille est enregistrée sur papier, sur ordinateur maintenant, évidemment c'est moderne, photographié, dessiné, etc., avec vraiment énormément de détails, parce qu'encore une fois, il faut que tout ça entre dans une base de données. C'est une exigence quand même supplémentaire, indispensable, pour garder des traces de l'avancée de la campagne de fouille, et éventuellement prouver l'authenticité aussi des objets qui ont été découverts. Les vestiges qui sont exhumés sont reportés d'abord sur une feuille quadrillée, comme la zone fouillée, et puis sur un logiciel, plus précis évidemment, plus rapide. Chaque objet sorti de terre est pris en photo, dessiné, déposé avec beaucoup de précautions dans une caisse, envoyé au laboratoire, il va être nettoyé, étudié. On s'en doute, les données s'accumulent très rapidement. Le pauvre archéologue est souvent noyé sous la masse de feuilles d'informations à enregistrer et à synthétiser. C'est la partie certainement la moins drôle. Alors heureusement, il peut aujourd'hui compter encore une fois sur l'intelligence artificielle, des ressources qui sont mises à sa dispo par l'informatique. Encore une fois, tout ça ne cesse de s'améliorer. Vous avez des logiciels spécialisés qui se chargent en partie de toute cette tâche pas très marrante, qui soulage un peu le chercheur, mais ça ne le décharge pas complètement, parce que la réflexion humaine de l'homme de terrain, quand je vous dis encore une fois que certains sont capables de humer la terre et être capables de reconnaître une odeur, aucun ordinateur pour l'instant est capable de faire ça. Pour l'instant. Encore une fois, l'expérience demeure quand même indispensable. Lui seul aussi peut interpréter au mieux les données qui ont été recueillies. Essayer de comprendre humainement. Encore une fois, l'humain est peut-être l'exemple chaotique le plus intéressant, le plus flagrant. Donc, il faut un humain pour comprendre le chaos. Un ordinateur n'est pas encore capable de faire ça.
Voilà. L'archéologue, en réalité, vous avez compris, hein, il reste assez peu de temps finalement sur le terrain, environ 3 mois sur une année en moyenne. La fouille terminée, le site soit est rebouché, soit il est protégé par des bâches, en attendant la saison de fouille suivante. Et l'étude du site se poursuit en laboratoire. Donc terminé la petite pépelle, on rentre et on travaille. Alors donc, après ce temps de fouille, le temps de travail va continuer, mais je pense que pour aller plus loin, il va falloir une deuxième émission. Et donc je vous propose que dans cette deuxième émission, on passe à l'analyse des données, ce qui va être intéressant et extrêmement important, parce qu'une fois qu'on a, encore une fois, hein, quand on a remonté ces documents, quels qu'ils soient, ces vestiges, quels qu'ils soient, eh bien, il va falloir les analyser, les comprendre, les rassembler aussi, peut-être parfois. On va voir aussi, dans cette deuxième émission, le cadre institutionnel, très important, le cadre juridique, encore une fois, très important, à qui appartiennent les objets qui ont été trouvés, comment ça se passe une fois que vous avez trouvé quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, à qui on s'adresse quand on trouve quelque chose dans le sol, sachant que c'est l'État qui est propriétaire du sol et que c'est pas vous, même si vous êtes chez vous, c'est comme ça. Et puis, comment ça se passe dans la France du 21e siècle aussi, puisque des choses ont changé, forcément. Comment fonctionne la DRAC, le CNRS, etc. Et puis, on verra les enjeux de l'avenir qui sont très importants, évidemment, parce que tout ça est considérable et n'intéresse pas que en France, n'intéresse pas que les Français, mais évidemment, tout ça, je parlais de grandes bases de données internationales, c'est exactement le cas, savoir comment la Chine, par exemple, avec qui on n'a quand même pas des rapports hyper amicaux tout le temps, comment la Chine collabore avec les bases de données, est-ce qu'on collabore avec les Chinois, etc. C'est des données importantes, on en parlera. Avant de terminer tout à fait, évidemment, la bibliographie très importante, vous avez de Boissineau, c'est dirigé par lui, hein, L'archéologie comme discipline, aux éditions du Seuil, en 2011. Vous avez 250 réponses à vos questions sur l'archéologie de Delestre, hein, aux éditions Gerfaux. Vous avez La fabrique de l'archéologie en France, évidemment, Jean-Paul Demoule, ça date de 2009. Jean-Paul Demoule, qui est l'un des grands archéologues aujourd'hui, hein, qui écrit beaucoup, qui intervient beaucoup dans les médias, que j'essaierai peut-être d'avoir lui aussi. Guide des méthodes de l'archéologie, la collection Découverte. Toujours Jean-Paul Demoule, l'archéologie entre science et passion. Vous avez Dictionnaire amoureux de l'archéologie de Lauwerf, j'en ai parlé tout à l'heure. L'archéologie, toujours de Lauwerf, chez Que sais-je. Bref, beaucoup de livres, hein, sur l'archéologie. Évidemment, vous en avez énormément. J'ai déjà eu l'occasion même d'en parler, même au cours des Twitch. Venez, essayez de venir de plus en plus nombreux, hein, c'est gratuit sur Twitch tous les jeudis soirs, normalement quand tout va bien, quand j'ai pas à emmener une équipe sur des chasses au trésor qu'on organise pour des entreprises, ou quand j'ai pas des interviews d'entrepreneurs à faire. En général, donc, c'est tous les jeudis. Venez, parce que je parle beaucoup d'archéologie, donc si le sujet vous plaît, c'est quelque chose dont je parle souvent, et je parle souvent des techniques, je montre des images, puisque c'est l'avantage de la vidéo, c'est que, bien entendu, je peux montrer des images. Et puis alors, vous avez côté roman, parce qu'il faut pas oublier le plaisir, même si tous les livres que je vous ai cités là, ça reste du plaisir si vous aimez, si vous avez envie d'aller plus loin. Mais là, les romans, on est vraiment dans les romans d'aventure de type Indiana Jones, Lara Croft, etc. Mais c'est hyper bien fait, hyper bien écrit. Vous avez la série écrite par Steve Berry avec le personnage Cotton Malone. Moi, j'aime beaucoup. C'est très relaxant, c'est très sympa à lire, très facile. Vous avez David Gibbons également, qui a écrit énormément de livres. Et puis vous avez les romans d'Eliette Abécassis. Alors, tout le monde adore Eliette Abécassis. Moi, j'avoue que personnellement, j'y arrive pas. Je sais pas, ça doit être le style. Je sais pas, j'accroche pas. Mais bon, en tout cas, sachez que ça existe. Les livres d'Eliette Abécassis, par exemple, Qumran, que j'avais essayé de lire, qui m'intéressait énormément, mais je sais pas, ça passe pas, j'y arrive pas. Mais enfin, que voulez-vous ? Je n'ai pas la science infuse, donc ça peut certainement vous plaire à vous. Voilà. Merci à tous. On se retrouve pour la suite de cette émission sur l'archéologie. Salut, à dans une semaine.